Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo que j'enregistre suite à ma présence à l'Udinor Pro, qui a eu lieu le 27 mars 2023, donc qui a eu lieu d'ailleurs dans la ville de Mons-en-Barœul. Et je tiens d'abord à remercier les organisateurs et les bénévoles, parce que c'était une super journée, ça a permis de rencontrer des confrères, des gens intéressés par le jeu en formation, des prospects, des clients. Et à l'occasion de cette journée, je suis intervenu à une conférence qui était « Il ne suffit pas de jouer pour apprendre, mais on peut apprendre en jouant ». Donc cette conférence durait 20 minutes. Et donc, j'ai décidé, suite à cette conférence, un, de la réenregistrer pour ceux qui n'ont pas pu venir, puis deux, peut-être de prendre quelques minutes en plus pour rentrer plus dans le détail. Donc, voilà. Si on regarde apprendre en jouant, c'est à la mode depuis très longtemps, hein. Quand j'ai démarré en 1991 et Ecos Concept, il y avait déjà à l'époque des personnes qui utilisaient le jeu ou les principes du jeu dans la formation. Et régulièrement, il y a des nouveaux entrants qui vivent la courbe de l'effet de mode de Gartner, hein. Étape 0, je ne connais pas. Étape 1, ça a l'air bien. Étape 2, c'est génial, c'est formidable. Étape 3, ouais, c'est pas terrible. Étape 4, ça sert à rien. Étape 5, bah, ça peut servir si on fait certaines choses. Et étape 6, c'est génial si on sait s'en servir de la bonne manière et avec modération. Et donc, je vais vous partager l'étape 6. Alors, actuellement, dans le monde du jeu, il y a les neuromythes concernant l'apprentissage et le cerveau, puis il y a les ludomythes concernant le jeu et l'usage du jeu. Donc, il y a deux ouvrages que je vous conseille. C'est l'innovation pédagogique par André Tricot. Il prend un mythe auquel il croit et il regarde ce que la science dit et après il en tire des conclusions. Par exemple, apprendre l'apprentissage par la découverte, l'apprentissage par projet. Rien ne prouve que c'est efficace, que c'est plus efficace, mais bon, c'est pas pour autant qu'on va pas l'utiliser. Vous avez un autre ouvrage qui est Apprendre en jouant. Alors, c'est un ouvrage très intéressant, mais comme tous ces ouvrages, très souvent, il se focalise sur les jeunes adultes, alors que moi, je vais vous parler des personnes en poste dans le cadre de leur parcours professionnel. Et on voit effectivement qu'il y a un certain nombre de ludomites. On peut apprendre sans effort. Ben non, hein, ça veut pas dire que ça doit être douloureux, mais on ne peut pas apprendre sans effort. D'accord? Et puis, il faut en mettre pour les jeunes, pour capter leur attention. Pas forcément si on capte l'attention des personnes dans le jeu et pas par rapport à l'objectif. Et donc, c'est pour ça que je me doutais bien dans la journée, il y aurait des conférences sur le jeu c'est formidable, le jeu c'est génial, et je suis bien d'accord. Et c'est pour ça que moi j'ai décidé de faire plutôt un atelier sur attention, il suffit pas de jouer pour apprendre, mais on peut apprendre en jouant à certaines conditions. Alors, toute ma conférence est basée sur le fait que moi j'ai repris la formation des adultes dans des contextes synchrones, hein. Je suis avec les personnes, alors que ce soit en salle ou à distance. On est sur des formats courts, hein. Je ne vais pas parler du jeu et de l'intérêt du jeu de longue durée, hein. Moi, je viens du monde du jeu, j'adore le jeu, j'ai beaucoup appris en jouant et grâce au jeu. Mais j'ai des copains, je connais des gens, ça fait des années qu'ils jouent à des jeux de stratégie. C'est pas pour autant qu'ils sont meilleurs dans la stratégie au quotidien, dans la stratégie professionnelle. Et on va bien voir le jeu dans l'objectif d'acquérir, d'actualiser ou de développer des compétences. On est bien le jeu pour apprendre. Alors, par rapport à ça, qui suis-je, hein? Voilà, il y a des personnes qui connaissent déjà, mais si on regarde, moi, ça fait quelques années que je suis dans le monde du jeu et de l'usage du jeu. En 1981, et je jouais déjà avant à des jeux avec des figurines, je jouais déjà avant à des jeux de société, il y avait plein de jeux à la maison. En 81, j'ai découvert le jeu de rôle, hein, Donjon Dragon, l'Appel de Cthulhu, Chaosium, vous voyez, tout RunQuest, enfin tous ces jeux-là. Alors, ça a flingué ma scolarité, clairement, mais avec le recul, c'est un des meilleurs événements qui soit arrivé dans ma vie parce que ça m'a ouvert d'autres horizons, hein. En 98, on a commencé à faire nos premiers jeux, qui étaient un serious game destiné aux enfants et aux jeunes adultes dans les écoles, dans les centres de loisirs, et on le co-animait avec des experts, des médecins et autres. En 89, on a créé notre premier serious game pédagogique, et en 91, j'ai créé Ecos Concept, d'accord? Et à l'époque, je disais à mes clients, il faut jouer, c'est génial, le jeu c'est formidable, grâce au jeu, vous allez apprendre. Mais la chance que j'ai eue,
c'est que je ne suis pas simplement un créateur de jeux, je suis surtout un formateur, un accompagnateur. Et c'est là que je commençais à me rendre compte que, OK, les gens étaient contents quand j'utilisais un jeu, sauf que quand je les revoyais un mois, 2 mois après, ben finalement, ils se souvenaient du jeu ou ils ne se souvenaient pas de grand-chose. Et là, j'ai commencé à regarder et je me suis dit, oui, c'est intéressant de jouer, mais pas uniquement de jouer. Il y a des choses à faire. Et donc, en 88, hein, à force d'essais-erreurs, de regarder ce qui marchait, de lire les ouvrages de l'époque, j'ai identifié, voilà, à quel moment c'est intéressant de mettre en jeu et à quel moment, ben, finalement, c'est moins intéressant, les choses à faire. Et puis j'ai arrêté de m'en occuper parce que finalement, en 2000, pour moi, le jeu, c'était devenu normal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein d'acteurs nouveaux qui sont arrivés et qui régulièrement disent le jeu, c'est génial, on peut apprendre en jouant. Et donc en 2023, je vais vous partager ce que des années de réussite, d'échecs, de plantades et de tests m'ont permis d'identifier comme étant des points importants et qui sont validés par beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'études. Et Ecos Concept, hein, on est dans la pédagogie active, mais la pédagogie active, c'est-à-dire qu'on est actif là, dans le cerveau, hein, c'est pas je cours partout. Et ce qui va être important, c'est effectivement bah, de donner envie, mais qu'il y ait des résultats, hein, du jeu, des apports théoriques, de la pratique, beaucoup de boucles d'apprentissage et des résultats. On intervient sur tout un tas de modalités en salle, à distance, et ça va être important de se dire à quel moment le jeu apporte un plus. Et on est surtout connu pour nos clients, pour les sujets qu'on traite. Parce que si on regarde les clients avec qui on travaille, il y en a, on travaille depuis longtemps avec eux. Il y a longtemps, ils venaient chez nous en disant je voudrais un jeu. Maintenant, tous ces clients-là nous sollicitent sur on a telle problématique, on a tel besoin, et puis on vous connaît comme ayant une approche plutôt efficace, plutôt opérationnelle, mais la plupart, c'est pas important pour eux qu'il y ait un jeu dans la formation. Ce qui est important, c'est que ça atteigne les résultats qui sont prévus. Et juste pour conclure, hein, on intervient effectivement sur des sujets et on mobilise de la formation, de la facilitation, du conseil, de la gamification, du digital learning. Et je vous ai mis à droite les sujets en jaune qui sont des sujets d'actualité. Bah, c'est clair que dans réussir sa priorité dans un monde qui bouge, ce qui va intéresser nos apprenants et nos clients, c'est qu'à l'issue de nos actions, les participants aient progressé, soient plus à l'aise, etc. Hein. Le jeu, c'est pas leur problème. Alors, si on continue, donc par rapport au sujet que j'ai choisi de traiter aujourd'hui, l'important, c'est d'apprendre en jouant. Alors ouais, c'est sûr, le jeu, c'est intéressant, c'est bien, c'est chouette. Et puis à la fin du jeu, ouais, on a bien joué, c'était super sympa, les caplas, les Lego, tout ça, c'est super cool. Sauf qu'il y a un risque non négligeable que, ouais, mais ok, on a bien joué, et alors? Et donc, hein, parce que le risque, c'est quoi? C'est qu'on se souvienne qu'on a bien joué. Alors, ce qui est très très bien, mais on est sur une émotion, on est sur un souvenir. Il n'y aura pas forcément de lien. Hein. J'ai fait un escape game très ludique, etc. J'ai joué avec des personnes, on a réussi, on a échoué, mais de retour au bureau, ça ne change pas forcément grand-chose. D'accord? Or, si on regarde apprendre de façon très simple, hein, dans le Larousse, c'est acquérir par l'étude, par la pratique, par l'expérience, une connaissance, un savoir-faire, quelque chose d'utile. Hein. Et si on regarde, bah, c'est la capacité, alors ça c'est une version extrêmement simplifiée, apprendre, c'est un organisme vivant, va s'adapter au cours de sa vie. C'est-à-dire, si on regarde, c'est je reprends une trace d'un environnement que je peux réutiliser après. Et ces traces peuvent être plein de choses. Des sensations, des émotions, des souvenirs, des expériences, des activités, voire un jeu. Mais est-ce que ce que j'ai appris, c'est à jouer? Ou est-ce que ce que j'ai appris, c'est grâce au jeu, j'ai appris des choses qui me seront utiles? D'accord. Et on rejoint là un modèle que vous rencontrerez, qui est le modèle 70-20-10. Alors, ce modèle, il est vrai et faux. Il est faux parce que ces chiffres sont tirés de l'observation de 150 personnes il y a de nombreuses années, etc. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'apprend pas tout en salle. Hein. Mais on n'apprend pas non plus tout en pratiquant, en faisant. Parce que le risque, c'est d'apprendre le bon comme le moins bon. Hein. Sur le terrain, on copie les gens qui nous entourent. On peut copier l'utile comme l'inutile. Et surtout, le point important, c'est qu'il ne suffit pas de faire pour apprendre. Hein. Le learning by doing, c'est très bien, mais ce n'est pas le fait de faire qui fait qu'on apprend. Ce n'est pas suffisant. Hein. C'est largement insuffisant. D'ailleurs, la FEST, action de formation en situation de travail, l'illustre très très bien. Un, il ne suffit pas de mettre des personnes sur le terrain avec d'autres personnes pour apprendre, donc on doit créer
des situations d'apprentissage, c'est-à-dire dans lesquelles on peut essayer, on peut se tromper. Hein, s'il y a des résultats graves ou dangereux, si j'essaye, bah, j'essaye pas. Donc, on doit donner l'opportunité aux gens d'essayer, de se tromper. Deux, c'est pas parce qu'on a fait qu'on a appris. On doit avoir et on doit apprendre aux personnes à expliciter, c'est-à-dire à tirer enseignement de ce qu'elles ont vécu. Et c'est pas seulement un débriefing. On va le voir après. Hein. Le débriefing, c'est bien, mais c'est insuffisant. Donc, on apprend parce qu'on vit des expériences utiles et surtout parce qu'on en tire des enseignements qui vont nous amener à évoluer. D'accord? Si je prends un exemple, la baguette magique. Alors, dans la salle, j'avais amené un grand tube que j'ai déplié pour montrer. Voilà. Ça, c'est une activité classique qui est connue. D'accord? On met la moitié du groupe d'un côté de la baguette, l'autre moitié d'un groupe de la baguette. On met ces deux index et il faut amener la baguette sur le sol sans que quelqu'un perde le contact. D'accord? Et si on ne s'organise pas, la baguette monte, c'est un moment rigolo. Si on met plusieurs groupes dans la salle, ça permet de se comparer. Enfin, franchement, c'est une activité très sympa. Hein. C'est effectivement, il y a de l'action, il y a de l'émotion, il y a de l'engagement. Enfin, on voit si ça marche ou pas. On peut. Voilà, c'est super cool. Sauf que, cas extrêmement rare, le travail des apprenants ne consiste pas à poser sur le sol une baguette géante. D'accord? Alors, il y en a, ils vont se dire, bah, c'était cool, c'était sympa, point. Puis il y en a, effectivement, spontanément, ils vont tirer renseignement, mais ce n'est pas les plus nombreux. Et ce n'est pas automatique. D'accord? Ah, c'était bien, on a bien joué, ah, c'était cool de poser, ah, on a mal communiqué. Ouf. Moralité, retour sur investissement faible. Sauf si votre objectif, c'est à un moment donné, dans une formation, de réveiller tout le monde. Mais dans ce cas-là, faites autre chose. Prenez une activité qui a du sens. Et là, on va se dire, OK, bah, on n'a pas réussi le jeu. Ah, bah, chouette. Ah, bah, ça s'est pas bien passé. Ah, bah, on n'est pas bon. Non. Donc, ce qui va être important, ça va être effectivement de débriefer. Et vous verrez beaucoup dans la littérature, et à juste titre, c'est pas le jeu qui est important, c'est son débriefing. D'accord? Donc, on vit l'expérience ludique. Alors, on va débriefer ce ressenti s'il y avait une émotion. Hein. Si je réponds à un quiz, je ne vais pas débriefer le ressenti. Mais si c'est expérientiel, s'il y a une émotion, je dis alors c'était comment, comment on l'avait senti, qu'est-ce que voilà. Puis ensuite, alors on va relire, on va faire le débriefing, qu'est-ce que ça a donné, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, puis quels sont les enseignements qu'on peut en retirer. Et ça, c'est très souvent ce qui se passe, par exemple, dans les ateliers, dans les workshops. Moi, je suis allé dans le mouvement Agile, il y a beaucoup de workshops qui sont comme ça. À la fin, chacun tire enseignement, voilà, c'était cool, c'était chouette, mais c'est pas de l'accompagnement au développement des compétences. En tout cas, ce n'est pas suffisant. Hein. Ce n'est pas suffisant pour apprendre. Il y aura plein d'étapes derrière. Et c'est ça que je veux vous partager maintenant. Tout ça, c'est très bien. Hein. On peut faire ça, on peut faire un débriefing, des enseignements, mais globalement, ça aura peu d'impact sur le développement des compétences. Ou plutôt, ça réactivera ce que les gens savent déjà. Et éventuellement, pour ceux qui n'étaient pas loin, ça leur permettra de progresser. Mais pour les autres, il y a un risque qu'il ne se passe pas grand-chose. D'accord. Et là, par rapport à ça, on va voir un modèle qui est un modèle classique dans le monde de la formation. Alors, quand je dis classique, il est classique pour ceux qui le connaissent. Hein. Donc, vous avez deux auteurs, deux personnes célèbres. Donc, Savasalem Thiagarajan, hein, dit Tyagi, qui dit on n'apprend pas de l'expérience, on apprend en prenant du recul, de la réflexivité, hein, de l'explicitation de cette expérience. Et puis, ben, Jérôme Boquet, autre personne célèbre, qui dit je n'ai pas de jeu pour apprendre, mais on peut apprendre en jouant. Et vous avez ce qu'on appelle le cycle de Kolb. Hein, le cycle de Kolb, alors Kolb a écrit plein de choses intéressantes, mais moi j'ai pris uniquement cet élément-là. Oui, je vis une expérience, hein, cette expérience peut être réelle ou peut être ludique. Je la débriefe, je l'analyse, j'en tire des enseignements, mais ce qui va être important, c'est pas ça. C'est qu'on fasse le lien. C'est OK, ces enseignements, en quoi bah, ça me permet de relire mon activité réelle à moi et de me dire, bah tiens, dans le jeu, j'ai vécu ça, mais ça veut dire que dans le réel, ça donne ça. Moralité, ça veut dire que l'apprentissage que j'en tire, c'est ça. Puis ça veut dire que l'application que je vais en faire après, ça va être ça. Donc, ce n'est pas suffisant de vivre une expérience et de la débriefer. Ce qui fait qu'on apprend, c'est qu'on va aussi avoir des moments d'apprentissage. Alors, ça peut être j'apprends des choses nouvelles, je formalise des choses que je faisais déjà, j'apprends des choses du formateur, mais aussi et surtout des autres apprenants. Et puis surtout, durant la formation, j'ai appliqué plusieurs fois de façon à ce que de retour dans la vraie vie, il y ait bien une différence entre avant la formation et après la formation. Donc, si on regarde, on a bien
ces grands éléments qui vont être importants. Alors, l'ordre que je vais vous donner n'est pas forcément figé, hein. On va avoir, bah, ok, mais la critique du jeu, attendez, c'est qu'un jeu, c'est qu'un bout du jeu. Donc, c'est quoi dans votre réalité? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a de différent? De façon à ce qu'on voit bien que le jeu est un prétexte, est un moyen et pas la finalité. Ok, mais la passerelle, hein, quel lien vous faites avec le jeu et votre réalité? Et finalement, si le jeu est trop jeu, la passerelle sera difficile. D'où l'intérêt de faire des jeux dans lesquels ils sont un peu ludiques, mais ils sont aussi assez proches de la réalité pour que la passerelle soit facile. Puis vous aurez aussi la conceptualisation. Si on prend du recul, hein, les enseignements, c'est bien, mais finalement, bah tiens, les étapes d'un projet, c'est quoi dans votre métier, qu'est-ce que ça donne, quels sont les invariants qu'on peut retirer, etc. Puis après, il y aura le transfert. Donc maintenant, voyons, OK, vous avez fait un jeu de rôle dans un monde décalé, bah maintenant, faisons le transfert, qu'est-ce que ça donnerait dans votre monde? Et puis, les applications à la réalité, appliquons-le, etc., etc. Vous voyez, tous ces éléments qui vont permettre effectivement qu'on passe de j'ai joué à j'ai appris des choses qui seront utiles. Mais ça veut nous dire quoi? On va le voir après. Ça veut dire qu'il faudra peut-être moins de temps de jeu, hein, parce que si on passe toute la journée à jouer, bah, finalement, il n'y aura pas ces éléments-là. Alors, c'est pour ça que je vous propose, hein, j'ai repris un espèce de process euh, et je vais partir de la fin, d'accord? Ce qui va être important à la fin, hein, c'est qu'on atteigne des résultats. Alors, j'ai repris le modèle de Kirkpatrick, la version 1. La version 2 est plus élaborée, mais la version 1 est suffisante pour cette conférence, hein. Si on regarde, ce qui fait la réussite d'une formation, c'est quatre éléments. La réaction. À la fin de la formation, les gens trouvaient ça sympa, le formateur était sympa, on a bien mangé, c'était chouette, c'était cool, j'ai passé un bon moment. Alors, ça fait partie de l'émotion qu'on va avoir, mais on peut passer un super bon moment et avoir rien appris. D'accord? Le deuxième point, c'est l'apprentissage, hein. J'ai appris des choses ou j'ai formalisé des choses que je faisais déjà. Je me suis approprié les choses que je devrais être capable de faire après la formation. Le troisième niveau, c'est le transfert. On pourra voir après la formation qu'ils appliquent ce qu'on a vu. La moralité, ça veut dire que durant la formation, je peux voir plein de moments dans lesquels ils vont se rapprocher au plus près de la réalité pour après ne plus avoir qu'à continuer. Alors, le quatrième niveau, qui sont les résultats, ne dépendent pas entièrement de la formation, hein, ça dépend aussi de beaucoup de choses. C'est est-ce que l'apprenant, suite à la formation, aura pratiqué ce qui a été vu? Est-ce qu'il a été accompagné par son organisation? Est-ce que son manager a mis ça dans ses objectifs? Enfin, on peut faire une très bonne formation. Si la personne qui est venue n'utilise pas après ce qu'elle a appris, c'est pas de notre responsabilité. C'est la responsabilité de l'organisation qui n'a pas choisi les bonnes personnes. Vous voyez hein, donc c'est important de travailler sur nous ce qu'il est possible de faire. Mais on va partir des résultats à atteindre, qui sont en termes de transfert et d'apprentissage, et pas du moyen qui est de jouer, hein. Si on regarde, j'ai pris deux, trois exemples. Quand on intervient sur la réussite des projets, on va utiliser le jeu parce que c'est un moyen pour que les personnes s'approprient ce qui pourrait être conceptuel, c'est-à-dire les grands outils, les grands divers du projet. On accompagne énormément de nos clients et de leurs collaborateurs sur la réussite des priorités dans un monde où il y a plus de choses à faire que de temps disponible. Euh, le- L'intérêt, c'est qu'à la fin de la formation, les apprenants aient identifié ce qu'ils doivent garder, ce qu'ils doivent faire évoluer, ce qu'ils doivent changer, s'ils veulent effectivement réussir leurs priorités. Ce n'est pas le jeu, hein. Quand on a un client dans le domaine du luxe qui veut que l'ensemble des collaborateurs dans le monde entier connaissent mieux la marque, son historique et les produits, ben, on a créé un jeu qui permet en boutique aux personnes d'approfondir leurs connaissances et d'être plus à l'aise quand les clients leur posent des questions, hein. Quand on est, par exemple, accompagné le passage sur SAP, on a travaillé sur modéliser des éléments pour qu'on soit sur des choses plus concrètes, mais on a mis assez peu de jeux parce qu'on voulait que les personnes gardent leurs ressources cognitives sur être plus à l'aise dans le passage à SAP, etc., etc. Donc on part toujours de l'objectif et jamais du moyen. Alors, ce que je vous dis, hein, la plupart des personnes qui étaient à Ludinor Pro partagent le même point de vue. Mais parce qu'ils sont dans la courbe de Gartner, ils sont à la fin, hein. Il y a un risque, hein, voilà, j'ai une formation, j'ai un sujet à faire passer, mais en réalité, je fais un jeu. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'on va retrouver, hein, Stanislas Dehaene. Alors, c'est important maintenant de citer les neuroscientifiques et les psychologues cognitivistes, hein. Vous avez un ouvrage super qui s'appelle Apprendre, dans lequel il a mis en avant les quatre leviers, les quatre piliers de l'apprentissage, qui sont l'attention, capter l'attention des apprenants,
L'engagement actif, on n'apprend pas en étant spectateur. Alors attention, si on est trop actif, on n'apprend pas non plus. Le retour d'information, hein, j'apprends parce que je fais quelque chose, j'ai un retour, je teste mes connaissances, etc. Et la consolidation, faire plusieurs fois des boucles, revenir plusieurs fois, pour que ça ne soit pas simplement un souvenir. Ah, si j'aborde un sujet, puis un autre, puis un autre, puis un autre, les apprenants vont souvent dire du premier ou du dernier. Donc, je vais faire des boucles, je vais revenir sur des éléments de façon à ce qu'à la fin, ils ne se souviennent pas forcément de tout, donc j'en aurai enlevé, mais ils se souviennent de ce qui était vraiment utile. Sauf que, si on se focalise sur le jeu, ces quatre leviers seront là pour apprendre à jouer. Moralité à la fin, j'aurais appris le jeu, je suis meilleur au jeu, j'aurais gagné le jeu, j'aurais marqué des points. Et ça, c'est ce qu'on attend d'un jeu pour s'amuser, un jeu entre amis, un jeu en famille. Vous voyez, moi, plus je joue à des jeux, meilleur je deviens au jeu. Mais c'est pas pour autant que j'aurai appris à la stratégie, à analyser, etc. Alors oui, de longue durée. Nous, on est là pour qu'ils apprennent en jouant. D'accord? Et donc, si le jeu est trop jeu, ils vont aller sur apprendre à jouer, puis ils vont pas apprendre ce qu'on voulait qu'ils apprennent. Donc, on va ce qu'on appelle dégamifier. Si l'attention est mise sur le jeu, apprendre le jeu, répondre au jeu, il restera rien. D'accord? Donc, on va toujours se focaliser sur l'important, c'est qu'ils apprennent en jouant ou par le jeu, et pas qu'ils apprennent à jouer. Sauf si effectivement, dans ma stratégie pédagogique, c'est important qu'ils apprennent à jouer. Mais alors dans ce cas-là, des formations de longue durée, où au bout d'un moment, à force de jouer, ils vont oublier le jeu pour se focaliser sur le contenu. C'est comme par exemple faire une carte mentale, hein, vous savez, une carte mentale. La première fois qu'on apprend à faire une carte mentale, toute notre énergie cognitive est focalisée sur c'est quoi ce truc-là. Et puis, à force d'en faire, on n'a plus besoin d'y penser, c'est devenu un automatisme. En réalité, on pourra se focaliser sur le contenu de ce qu'on écrit. C'est pareil avec un jeu. D'où le fait qu'on va utiliser la modalité la plus adaptée par rapport au temps dont on dispose, par rapport à l'objectif, etc. Alors, vous avez, moi, ce que j'appelle les jeux prétextes. C'est-à-dire les jeux prétextes, c'est-à-dire le système de jeu ne sera pas débriefé. C'est un système très simple, on lance un dé, on tire une carte, on ne va pas à la fin analyser les émotions, le ressenti ou la façon dont on a joué. Ça n'a aucun intérêt, hein. Le jeu prétexte s'oublie très vite, donc il doit être simple, hein. Le jeu prétexte, c'est le Trivial Poursuite, même si c'est un mauvais jeu parce qu'il est sans fin, etc. Mais voilà, c'est ce principe-là. Et il y a plein de choses qu'on peut faire avec des jeux prétextes très sympas. Vous avez ensuite, je l'ai vu avant, le jeu expérientiel. Je fais vivre une expérience. Alors, j'ai montré des exemples, mais il y en a plein. Ces jeux-là nécessitent d'être débriefés en profondeur parce qu'on vit une expérience, parce qu'on a un ressenti. Alors, si le jeu est trop long, les gens ne vont rien apprendre. Si je fais un jeu expérientiel qui dure 2 heures, c'est beaucoup trop long. On va faire des séquences courtes avec régulièrement des retours sur expérience, des éléments, une progression. Vous avez après un autre type de jeu qu'on appelle le jeu fil rouge, que j'aime beaucoup, moi, le jeu fil rouge. Vous voyez, à gauche, par exemple, c'est une histoire qu'on a créée dans les formations conduite du changement, où on va faire vivre différents éléments importants de la conduite du changement dans un scénario. Mais ce scénario est en même temps un cadre très simple qui permet de donner une structure, qui permet d'avoir plein de moments où on aura des activités un petit peu décalées, mais surtout encore plus de moments où on va travailler le c'est quoi, et vous, dans votre situation, qu'est-ce que ça donne, d'accord? Hein. Et ça, c'est important parce que ça permet de mettre un cadre sans forcément qu'on ait un jeu trop puissant. Alors, vous avez après le jeu de stratégie. Alors, le jeu de stratégie est un jeu qui va modéliser ce qui se passe. Alors là, c'est une vraie réflexion pédagogique de se dire, voilà, à ce moment-là, dans le sujet, je vais me servir d'un jeu avec des règles simples, mais pas simplistes, qui vont permettre aux participants de vivre plusieurs tours de jeu, par exemple, et avec derrière des choses qui vont l'exploiter. Vous voyez, on a un jeu sur la conduite de projet, il dure 45 minutes, débriefing compris. On s'en sert que dans les formations qui durent 2 à 3 jours. Sur une journée, hein, c'est polarisé, sur une journée, on va servir d'autres activités plus rapides et plus simples, parce que passer 45 minutes à débriefer un jeu, sur une journée, c'est beaucoup trop. Par contre, sur 2 3 jours, avec des liens, on va revenir dessus, ça peut être super intéressant. Et vous voyez, par exemple, le jeu dont je suis le plus fier, hein, c'est le jeu qui s'appelle Les Marchands de Venise, mais je m'en sers rarement. Alors, non pas qu'il soit pas bien, mais c'est un jeu que j'ai créé sur la négociation coopérative. Quand beaucoup de nos clients nous demandent actuellement des formations sur la gestion des tensions, la négociation relationnelle quotidienne, ce jeu-là n'est pas intéressant, n'est pas utile,
par rapport à ce sujet, moi, j'ai créé d'autres activités ludiques plus simples et qui marchent très, très bien. Hein. Donc, je m'en sers rarement, non pas parce qu'il n'est pas bien, mais parce que j'en ai moins le besoin. Vous voyez, et c'est important d'avoir cette démarche. Ensuite, on va se dire, hein, si je remonte, bah, le jeu, il ne vient pas nulle part. On va être dans un scénario pédagogique. Donc, on va se dire, dans mon scénario pédagogique, qu'est-ce que je veux que le jeu apporte vraiment. Hein, est-ce que c'est éveiller l'intérêt? Est-ce que c'est réveiller? Est-ce que c'est susciter? Mais attention, réveiller, il ne faut pas réveiller sur un jeu qui n'a pas de rapport par rapport au contenu qu'on traite. Hein. Si on fait une journée sur un produit d'assurance et que l'après-midi, on fait un jeu on écoute de la musique, chose que j'ai rencontrée, bah, non. On va faire un jeu en début d'après-midi sur ce qu'on a vu le matin. Moralité, ça réveille. Moralité, ça permet d'avoir un bénéfice. On va se dire à ce moment-là quel est le temps dans la séquence pour traiter le sujet et quel est le temps de jeu dans la séquence. Si j'ai 1 heure pour traiter un sujet, je n'ai pas 1 heure de jeu. J'ai peut-être 5 minutes de jeu, plus tout le reste, débriefing, exploitation, transfert, etc. Vous voyez, quand j'ai démarré mes premières formations en gestion du temps en 2000, en 2003, ça fait donc 20 ans, j'avais un jeu qui durait 1 heure, 1 heure et demie, où on modélisait une semaine type avec plein d'aléas, des choses à construire, etc. Pour les participants, c'était super, ils trouvaient ça très bien, ils disaient: «Ah oui, ça représente bien ce que je vis au quotidien». Sauf que 1 heure et demie pour vivre ça, pour moi, c'était beaucoup trop de temps. Donc progressivement, je l'ai fait évoluer et actuellement, on a par exemple sur la gestion des priorités, un jeu qui dure 5 minutes plus 5 minutes de débriefing, ce qui nous a fait gagner 1 h 20 pour maintenant qu'on a vu ça et concrètement comment on fait. Je peux vous assurer qu'à la fin, les participants, ils disent pas on a bien joué. Hein. Ils disent c'était bien, c'était vivant, c'était utile, c'était chouette, je me suis pas endormi. Et on va dire à chaque fois, OK, hein, le ROTI, c'est Return on Time Invested, c'est-à-dire le retour sur le temps investi. Voilà. Est-ce que je pourrais pas réduire le temps de jeu et la consommation de ressources cognitives? Mon jeu est super chouette, sauf qu'il prend du temps et puis il fatigue tout le monde intellectuellement. Comme c'est pas le but, on va réduire le temps de jeu et on va peut-être trouver un jeu plus simple. Voilà. Parce qu'un bon scénario, je mets l'exemple d'un scénario, hein, c'est un temps limité. On aura des apports, alors le juste nécessaire. On aura éventuellement des jeux et activités ludiques si elles sont utiles, parce qu'il y a plein d'activités non ludiques qui sont très puissantes pédagogiquement. Dire faire un jeu de rôle, alors ouais, on peut dire que c'est une activité ludique, mais faire un jeu de rôle, ça marche très très bien. On n'a pas besoin de rajouter forcément des éléments supplémentaires s'il n'y a pas besoin. Parce qu'après, on a plein d'autres séquences qui sont utiles. D'accord? Le recueil, le traitement des attentes, des exercices, la sensibilisation, la pratique, le partage, le test, la réflexivité, le plan d'action, le fait de boucler. Vous voyez, donc quand on regarde tout ce qu'on a à faire, euh, clairement, ça limite ce qu'on va mettre en termes de jeu. Et puis, à la fin, on va dire, finalement, hein, quel est l'objectif ultime de ma session, de ma séquence, hein? Qu'est-ce que je veux qu'à la fin de les apprenants, enfin, qu'est-ce que je veux qu'à la fin, les apprenants soient plus capables de faire si éventuellement ils pratiquent, s'ils apprennent, si, etc. Et donc, à ce moment-là, on va se dire, voilà, on va le prendre dans l'autre sens. Hein, on va se dire, on va partir du début, quel est l'objectif ultime. Moi, j'ai repris récemment plusieurs scénarios pédagogiques. Ils étaient passés, les formateurs étaient passés c'était un peu descendant, c'était un peu ennuyeux. Ah, on a mis tellement de jeux que les participants disaient à la fin, ok, c'était cool, mais j'ai rien appris. Voilà. On a retravaillé ça. Quel est l'objectif de la session? L'objectif, c'est pas de jouer. L'objectif, c'est pas non plus de savoir. C'est d'être capable de faire quoi? Mieux ou différemment ou plus ou autrement. Quel est mon scénario? Combien de temps j'ai? Réaliste? Là, à ce moment-là, j'ai une séquence qui dure 45 minutes, dont l'objectif, c'est ça. Et là, à ce moment-là, je vais me dire, quelles sont les modalités pédagogiques que j'ai? J'ai ça, ça et ça. Et à ce moment-là, le jeu ou une activité ludique est plus efficace qu'une autre activité dans le temps imparti. À ce moment-là, je vais mettre le jeu au bon endroit, je vais utiliser la bonne modalité, et quand je débriefe cette séquence ou la formation, je vais regarder le résultat et non pas est-ce qu'ils ont bien joué. D'accord? Ok. Voilà, donc ça, c'était les grands éléments. En conclusion, ce que j'ai appris, hein, apprendre en genre de formation, donc c'est partir des résultats et pas du moyen. Le jeu est un moyen, ce n'est pas une finalité, sauf si on joue. Penser séquence pédagogique, donc on va chaque fois comparer mon jeu ou le principe du jeu avec une autre activité et faire des choix. On va réduire le temps de jeu, hein, parce qu'on n'est pas en formation, on n'est pas là pour jouer.
On va dégamifier les jeux. On va virer les règles sympas, les trucs qui seraient cool entre amis qui aiment le jeu. Moi, quand je veux jouer, hein, j'ai des jeux pour des gamers avertis. Ben, je sais qu'on va jouer plusieurs fois, qu'on va relire les règles, qu'on va pas être d'accord, qu'on va aller voir des vidéos. Mais ça, en formation, pas question. D'accord? Et puis, on va aller plus loin que le débriefing, hein. Le débriefing, c'est juste, je monte la lune avec mon doigt, hein. Alors, il y en a qui regardent le doigt, il y en a qui regardent la lune. Ce qui est important, c'est pas ça, hein. Et puis, bah, se focaliser sur l'important, c'est pas le jeu, l'important, c'est ce qui reste après la formation. Voilà. Donc, je vous ai présenté ces éléments. Si vous avez des questions, s'il y a des points que vous souhaitez voir ou approfondir avec moi, c'est avec plaisir sur les réseaux sociaux. J'ai aussi d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc, vous tapez EICOS Concept avec un S à la fin de concept et vous trouverez plein de vidéos que j'ai enregistrées. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, donc Jérôme Boquet, et vous pouvez aller sur le site de mon entreprise qui s'appelle Eicos Concept. Donc voilà. Alors le site, il est bien, il n'est pas entièrement à jour parce que l'important, hein, c'est pas notre site. L'important, c'est qu'on accompagne nos clients. Sur ce, bah, merci d'avoir suivi cette vidéo. Alors, moi, je préfère les interactions, je préfère les partages, mais ce n'est pas l'occasion aujourd'hui dans cette conférence. Je vous souhaite d'excellents jeux, je vous souhaite une excellente animation et à bientôt. Salut!